on a du mal à comprendre comment cela se passe. Pourquoi est-ce qu'une personne, alors qu'on est tous en captivité, pourquoi est-ce que, à l'écoute d'un nom, la réaction est de éteindre la radio, et dans cette espèce de réaction, d'être agressif, et de dire mais tu crois que c'est mieux que nous parce que ton nom est repris, etc. Alors, évidemment, la première réaction, c'est de se dire c'est injuste, finalement, parce que personne des étages ne peut contrôler qui est à la radio et qui n'est pas. C'est-à-dire, pour moi, c'était, si vous voulez, cette espèce de réaction de dire pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent alors que je ne suis pas responsable du fait qu'on parle de moi ou qu'on ne parle pas de moi. Mais le problème était d'une autre nature. C'était que nous étions, au moment où nous avions perdu notre liberté, nous avions aussi perdu notre identité. Parce qu'en fait, nous sommes les choix que nous faisons. Et que lorsque nous perdons la possibilité de faire des choix dans notre vie, nous perdons aussi la sensation de qui nous sommes. Et nous entrons dans une crise d'identité qui est celle de nous dire, bon mais, qu'est-ce que je fais, qui je suis, qui j'étais, qui suis-je devenu? Et si en plus, dans cette crise qui est inévitable, il y a la négation de ce qui vous êtes, il est évident que les réactions peuvent être très agressives. Négation de qui vous êtes parce que on oublie de vous appeler par votre nom, on utilise des chiffres, on utilise des mots comme cargo, charge, objet, produit, pour faire référence donc aux otages, et que tout cela, vous pensez que vous n'êtes pas perméable, que finalement vous êtes assez fort et blindé pour que ça ne vous touche pas, mais il arrive un moment où ça vous touche et vous réagissez d'une façon très violente. Et la violence ne s'explique que par ce que vous disiez, c'est ce sentiment d'injustice, de ne pas être reconnu dans la douleur, de ne pas avoir une place, de ne pas être pris en compte. Alors, otage, c'est vraiment un étrange statut. C'est-à-dire que, paradoxalement, vous avez une valeur, puisque on vous a capturé en vue de vous échanger comme une marchandise, mais on prend très peu soin de vous et on vous maltraite. Et je voulais vous poser une question. Alors, il y a en gros trois groupes d'otages. Il y a les politiques, civils politiques, comme vous êtes. Et puis il y a les Américains, ces trois militaires qui ont eu des problèmes de moteur. Il y a les prisonniers, ceux que vous appelez les prisonniers, c'est-à-dire les militaires et les policiers qui, eux, sont enchaînés, parce qu'évidemment, un type comme ça, pas enchaîné, c'est une force de rébellion incroyable. Et à propos de vous, justement, les Américains disent à un moment, vous, c'est-à-dire vous, Ingrid, Lucho, enfin les politiques, et nous sommes les cerises sur le gâteau, évidemment. Et si j'ai bien compris, alors c'est la question que je voudrais aborder, les trois pays, c'est-à-dire la Colombie, les États-Unis, la France, ont adopté des positions différentes au sujet des otages. Chacune de ces positions présente des avantages et des inconvénients. Les États-Unis ont décidé de ne pas négocier et de ne pas traiter le flanc à ça. La Colombie, à un moment, Lucho dit vous, je crois qu'il préférait qu'on nous oublie. Et la France, c'est bien connu, nous sommes beaucoup agités. Et quand on est de notre côté, vous avez été otage, mais il y a d'autres gens qui sont otages, et on se demande toujours si ça vaut le coup de s'agiter. Parce que souvent les États-Unis disent écrasez-nous un peu, laissez-nous faire la diplomatie. Donc je voulais vous poser la question, parce qu'à un moment vous prenez une telle valeur que vous dites je ne serai jamais libéré. C'est-à-dire plus le curseur monte et je deviens un trophée, et on ne me lâchera plus. Alors, quelle est votre position par rapport à la position que nous, sociétés civiles des différents pays, on doit tenir quand il y a des questions de cet ordre-là? Bien, je voudrais commencer par remercier ceux qui, ici, se sont mobilisés pour nous. Je pense à Jacques, je pense à Laure qui est venue voir ce matin,
Je pense à tous ceux qui ont mis un t-shirt en soutenant la cause de la liberté des otages colombiens. Alors, c'est un grand débat parce qu'il y a deux théories, ou disons il y a deux thèses. La première est celle de dire il ne faut pas parler des otages parce qu'un otage est toujours une pièce d'échange ou alors une monnaie d'échange. Ils ont une valeur et plus on en parle, plus la valeur augmente, donc plus le prix à payer devient exorbitant et donc moins facile est la négociation et plus le risque de ne pas les voir revenir augmente. Il y a une autre thèse qui est celle de dire il faut parler des otages parce que c'est le seul moyen de les garder en vie. Alors vous comprendrez que je fais partie de ceux qui soutiennent la deuxième thèse. Pourquoi? Parce que je suis absolument convaincue que je ne serais pas vivante et je ne serais pas libre si je n'avais pas eu le soutien de vous tous, enfin de ceux qui se sont mobilisés pour nous, ici et partout en France. Ça a été essentiel. Et je dirais que la mobilisation de la France a tout changé. Bon, elle a tout changé d'un point de vue personnel, parce qu'évidemment, je n'étais plus... Alors, il faut aussi comprendre que j'ai été enlevée comme une candidate à la présidence en Colombie. Et que, dans ce contexte, je pouvais attendre que la Colombie se mobilise pour moi. Ou au moins qu'il y ait une solidarité de la part de mes compagnons ou rivaux pendant l'élection. Il y a eu en Colombie, au contraire, tout de suite après ma capture, une vague qui a commencé d'abord avec l'idée qu'il fallait réécrire ce qui s'était passé et donc le gouvernement tenait à faire comprendre que si j'avais été capturée, c'était parce que j'étais imprudente, que j'avais voulu être capturée parce que je voulais augmenter, avoir une plus grande part dans les sondages, que je voulais monter dans les sondages, que j'avais été prévenue et que donc finalement c'était de ma faute si j'avais été capturée. Ceci a permis aux Colombiens de maintenir une thèse pendant de nombreuses années, comme quoi il fallait sacrifier les otages d'aujourd'hui pour éviter qu'il y ait des otages demain. Alors, quand vous êtes dans la jungle et que vous êtes attaché à un arbre par le cou avec une grosse chaîne et que vous entendez à la radio que l'on vous dit qu'il faut vous sacrifier vous parce qu'il faut éviter qu'il y ait des otages demain, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que vous existez et les otages de demain, ils n'existent pas du tout. C'est une statistique et ils n'existent pas. Et que vous pouvez vous dire, bon, oui, évidemment, il faut éviter qu'il y ait des otages demain, mais ça ne peut pas être en vous sacrifiant vous. Et que donc, dans toute cette période, et je parle de... J'ai été en captivité pendant 6 ans et demi, et je dois dire que pendant 5 ans, ça a été la volonté dominante de l'opinion publique colombienne, de dire il faut les oublier, il ne faut pas parler d'eux, parce que plus on en parle, plus la guérilla en fait une monnaie d'échange, et de toute façon il ne faut pas céder, parce qu'on ne va pas céder à des terroristes, etc. En contraste, la France se mobilisait pour nous. Il y a eu autour de moi des otages comme moi qui se sont enfuis. Ils ont été recapturés et ils ont été exécutés. Moi, je me suis enfuie de nombreuses fois. Et chaque fois que j'ai été recapturée, on m'a pardonné la vie. Pourquoi? Eh bien, pour moi, la seule explication, c'est parce qu'il y avait des gens, ici en France, qui se mobilisaient pour moi. Ensuite, si on regarde ce qui s'est passé finalement et qui a abouti à notre libération, à la libération de mes compagnons, 15 d'entre nous, eh bien, de nouveau,
la mobilisation de la France est essentielle. Pourquoi? Parce que les États-Unis et la Colombie avaient donc décidé qu'il ne fallait pas négocier avec les terroristes et que donc il fallait nous oublier. Mais à un moment donné, la France fait de notre liberté quelque chose d'essentiel dans sa politique internationale. Et en particulier, quand le président Sarkozy est élu, il commence véritablement à utiliser, disons, la scène médiatique qu'il peut avoir en tant que président de la France pour envoyer des messages à la guérilla colombienne. Et qu'il le fait tout de suite, dès qu'il est élu. À partir de ce moment-là, le fait qu'un président français soit actif fait que d'autres présidents dans le monde comprennent qu'il y a un espace médiatique à prendre. Et nous avons donc Hugo Chavez, qui est président du Venezuela, qui s'offre comme médiateur. Alors, Chavez, problème, parce que Chavez, il est très mal vu en Colombie, très mal vu aux États-Unis. Et que si jamais Chavez obtenait la libération des Américains et de nous, il aurait donc une reconnaissance internationale que les autres présidents voulaient éviter. Alors, au départ, Uribe accepte de lui donner donc cette fonction médiatique, ou de médiateur, et en se disant de toute façon, les FARC qui ne vont jamais libérer personne, et voilà, les FARC commencent à libérer, et ils libèrent celle de mes compagnons. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement colombien décide de mettre en place l'opération Traqué, qui a abouti à notre libération. Donc, pour moi, il est clair que s'il n'y avait pas eu la mobilisation en France, qui a abouti à une mobilisation politique du gouvernement français, qui a abouti à une mobilisation des présidents de la région, notamment Chavez, il n'y aurait pas eu la mobilisation du président colombien et du président Bush américain, pour finalement changer de stratégie et se dire ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les sortir de là, parce que peut-être que d'autres vont les sortir avant.